Alors bonjour à tous. Énième réveil amer, dégoûté, écœuré. Je viens de faire une revue de presse, comme tous les jours, et j'ai simplement envie de vomir. J'ai envie de vomir pour plusieurs raisons. La première des raisons pour laquelle je suis profondément écœurée, alors excusez-moi, je suis en train de me réveiller, et voilà, et j'ai ces informations qui tombent là, des coups de couperet, c'est terrible. Franchement, c'est difficile de vous faire des revues de presse tous les jours parce que ce que j'y observe, ce que j'y vois, ça me rend malade. Ça me rend malade. La première chose, la première chose qui me rend malade. Alors, je ne sais pas si vous observez ce que moi, je suis en train d'observer. Alors, comme d'habitude, moi, je vous dis, moi, je suis personne, j'ai pas la vérité absolue. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de vous rejouer? Quand je dis on, c'est qu'on je vous parle du gouvernement et je vous parle du président, qu'on est en train de vous rejouer exactement le même scénario qu'on nous a joué pendant les mois de décembre, janvier, février, jusqu'à mi-mars. On est en train de nous rejouer exactement le même scénario. On sait, on observe des médecins crient, demandent des mesures drastiques, demandent des moyens supplémentaires. À nouveau, nous savons, et le gouvernement le sait pertinemment, que nous entrons dans une période qui, sur le plan sanitaire, va être extrêmement tendue. Et que fait le gouvernement? Que fait le gouvernement face à cette deuxième vague qui est là et qui va encore emporter des personnes, qui va encore faire que nos hôpitaux ne seront plus à même d'accueillir les personnes qui ont besoin d'être réanimées, personnes qui ont besoin d'être hospitalisées? Que fait le gouvernement et le président? Que font-ils? Alors un truc là, moi qui m'a choqué, ils viennent de sortir 2 milliards d'euros. On se dit, bon, 2 milliards d'euros, dans le contexte dans lequel on est, c'est forcément pour la crise sanitaire, pour doter les établissements médicaux, qu'il s'agit du secteur de ville ou qu'il s'agit du secteur public, pour doter les établissements médicaux de moyens supplémentaires, de moyens matériels, de moyens humains. Eh bien non, aujourd'hui le gouvernement est fier de nous annoncer qu'il vient de débloquer 2 milliards d'euros pourquoi? Pour l'isolation thermique des logements. Mais dans quel monde est-ce que ce gouvernement vit? Dans quel monde est-ce qu'il vit? À quel moment ce gouvernement va regarder la réalité de notre pays en face? Et Macron qui se targue de regarder notre pays les yeux dans les yeux, mais il est borgne, il est borgne. Emmanuel Macron ne voit pas ce que nous voyons. Nous voyons un pays complètement déchiré. Nous voyons des fractures sanitaires s'installer un petit peu partout. Pourquoi? Parce que ce gouvernement s'est dédouané sur les préfectures et sur les élus locaux pour éviter de voir sa responsabilité engagée. Il s'est dédouané, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fonction du lieu dans lequel vous habitez, vous n'êtes pas soumis au même traitement en matière de santé. Et c'est une honte, et c'est une honte. Et on continue dans l'indécence, on continue. Olivier Véran, parce que bon, Olivier Véran, il sait très bien ce qu'il y a au bout de tout ça. Il nous dit, nous ne serons pas reconfinés avant Noël. Mais qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Si on n'est pas reconfiné avant Noël, ben alors là, c'est un deuxième scandale d'État. Parce que regardez ce qui se passe. Alors, je ne vous dis pas d'aller sur BFM, je ne vous dis pas d'aller sur CNews, je vous dis simplement de rechercher sur des médias de presse écrite. Des médias qui ne sont pas connus pour faire des buzz, pour faire du scoop, des médias sérieux. Et tous les médias sérieux alertent.
Mais le gouvernement, lui, bon, bah, il s'alerte pas trop. Et quelle indécence. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider le Liban, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir le Liban, qui actuellement connaît une crise majeure. Alors Emmanuel Macron, hier, a fait sa conférence de presse sur le Liban. Ok. À quel moment est-ce qu'il nous parle de la France? À quel moment est-ce qu'il nous parle de la France? De la situation sanitaire en France, de la situation sociale en France, de la situation économique en France, parce que je ne sais pas si vous avez observé, mais sous couvert de cette ordonnance Covid, dont je vous ferai d'ailleurs un résumé dans très peu de temps, aujourd'hui les entreprises se rachètent. Elles effacent ainsi leurs dettes et elles licencient leurs salariés. Tout ça de manière absolument légale, puisque l'ordonnance Covid, qui a été prise lors de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire à un moment où le pouvoir exécutif avait la possibilité de légiférer par ordonnance sans aucun contrôle, cette ordonnance Covid qui est appliquée aujourd'hui par les entreprises, elle conduit à broyer des vies, broyer des emplois. Mais ça, le président, hier, il a préféré faire une conférence de presse sur le Liban, au lieu de nous parler de la réalité de ce qui nous intéresse dans notre quotidien. Ne soyons pas égoïstes, mais la priorité, c'est notre santé. La priorité, c'est notre pouvoir d'achat. La priorité, c'est d'être sûr que demain, on va pouvoir donner à manger à nos enfants. C'est ça la priorité. C'est ça la priorité. Mais le président, suivi par le gouvernement, préfère nous emmener ou essayer de vous emmener sur d'autres terrains. Parce que tout est fait aujourd'hui pour que le Covid, vous en parliez un petit peu moins. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, je veux dire qu'on nous parle de tout. Le gouvernement et le président nous parlent de tout, sauf de ce qui nous intéresse. Il nous parle du Liban. Alors là, ça y est, M. Darmanin nous parle du terrorisme maintenant. On a le terrorisme, on a Bridgestone, on a tout sauf ce qui nous intéresse. On a ces 2 milliards d'euros là qui viennent de sortir pour l'isolation thermique des logements. Mais qu'est-ce qu'on a à taper? Que ce gouvernement n'a-t-il pas investi ces 2 milliards d'euros dans le système de santé public? Que ne les a-t-il pas investis ailleurs que dans l'isolement thermique? Non mais moi je rêve. Des gens vont tomber et aujourd'hui, ce gouvernement est juste capable de sortir 2 milliards d'euros pour l'isolation thermique des logements. Mais dans quel monde vit ce gouvernement? Dans quel monde vit ce président? Ils sont d'une irresponsabilité confondante. Et alors moi, je me réjouis des résultats des élections sénatoriales. La REM a disparu. La République en marche a disparu. Aujourd'hui, le Sénat a renforcé sa position à droite. La République en marche, vous pouvez le regarder sur les espèces de petits schémas que je vous ai publiés, elle est portion congrue. C'est normal. Est-ce que vous qui êtes là, et d'ailleurs je vous remercie d'être là, est-ce que vous qui êtes là, vous vous reconnaissez humainement dans la politique qui est menée actuellement par notre gouvernement et par le président de la République? Est-ce que vous reconnaissez dans ces 2 milliards qu'on vient d'injecter pour l'isolation thermique, est-ce que c'est ça votre priorité? Ou alors est-ce que c'est plutôt de vous assurer une protection minimale au niveau de la santé et de pouvoir continuer à vivre et à faire vivre vos enfants dans des conditions décentes? Je sais pas, mais moi, ma priorité, c'est pas l'isolation thermique. Ma priorité, c'est la santé. Ma priorité, c'est de pouvoir bouffer tous les jours. Ma priorité, c'est de pouvoir continuer à minima à travailler si les conditions sanitaires le permettent. C'est ça mes priorités. Mais la priorité du gouvernement, c'est 2 milliards d'euros pour l'isolation thermique et le Liban. Voilà les priorités au jour d'aujourd'hui, de Emmanuel Macron, et son gouvernement. Oui, non, parce qu'il faut être un minimum respectueux, paraît-il. Donc, soyons respectueux. Et aujourd'hui, le gouvernement, le président, patauge
mais délibérément, parce que si c'était, voilà, de manière, ils savent très bien ce qui est en train de se passer. Il est simplement en train de se passer ce que je vous disais au début du live, ce qu'on a vécu en décembre, janvier, février et mars. Le gouvernement fait mine de ne rien voir. Bon, au mois de décembre, le président avait, entre parenthèses, une raison de faire semblant de ne pas voir, parce qu'en décembre 2019, déjà, il préparait sa réélection de 2022, et puis il préparait aussi les élections municipales du 15 mars. Bon, ok, d'accord. On peut estimer qu'il avait une raison plausible, enfin bon, là c'est du cynisme total, hein, de ne pas regarder en face la réalité du pays. Mais aujourd'hui, quelle raison a-t-il? Quelle raison a-t-il? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Moi, j'en ai marre. Et aujourd'hui, j'entends, là, je vois, je lis des articles. Je lis des articles qui tirent à nouveau les sonnettes d'alarme. On va à nouveau, et ça c'est des médecins qui le disent, être obligé de choisir qui on sauve et qui on ne sauve pas. Est-ce que ça c'est tolérable en France? Est-ce que des médecins en France pays des droits de l'homme, pays des droits de l'homme. Comment ces médecins peuvent-ils l'être de par l'incurie de l'État qui, depuis le mois de mars, puisque c'est au mois de mars qu'officiellement la Covid a été retenue comme sujet de préoccupation de notre gouvernement et de notre président, le gouvernement n'a rien fait. Il n'y a eu aucune dotation supplémentaire. Alors s'il y a eu une petite augmentation de primes pour les personnels soignants, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Aujourd'hui, et je l'ai lu, je l'ai entendu ce matin, aujourd'hui, dans certains hôpitaux, les médecins sont à nouveau amenés à choisir. Imaginez. On n'est pas médecin par hasard, on est médecin par vocation. Et aujourd'hui, ils doivent choisir entre telle personne ou telle autre personne. Qui doit-on sauver? Mais en France, cette question, elle ne devrait même pas se poser. Je comprends peut-être que dans certains pays sous-développés, qui n'ont pas de moyens, on puisse en arriver à ce choix terrifiant. Bordel, la vie. Que vous ayez 15 ans, que vous ayez 40 ans, que vous en ayez 89, elle a la même valeur. Et des médecins aujourd'hui sont obligés à nouveau, parce que rien n'a été fait par ce gouvernement. Rien n'a été fait. Alors le gouvernement, il a préféré, parce que bon, il a quand même fait des choses, hein. Excusez-moi, je m'abreuve. Un peu de jus d'orange, parce que je suis pas assez énervée, donc il me faut de la vitamine C. Le gouvernement, bon, il a été nous pondre un plan de relance. Alors là, 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. Alors si vous regardez les différents postes d'investissement, vous trouvez quoi? Alors, bon, juste après la sortie de la crise sanitaire, on se dit putain, 100 milliards d'euros, excusez-moi, 100 milliards d'euros, c'est pour la santé, c'est pour les médecins de ville, c'est pour sauver les économies, les entreprises, les petits entrepreneurs, non. Ils ont sorti 100 milliards d'euros. Bon, ce qu'ils vous ont pas dit, c'est que ce plan de relance, il est sous condition. C'est-à-dire que le plan de relance, ce que vous a annoncé le gouvernement, bon, d'une part, c'est inutile, c'est du pipeau, mais d'autre part, c'est que il a été guidé par l'Union européenne, parce que l'Union européenne a mis des conditions au plan de relance des différents États. Alors, mais bon, pour revenir au contenu de ce plan de relance, 100 milliards d'euros, je vous le répète, les 100 milliards d'euros, ça tourne autour de quoi? Alors, on a injecté une trentaine de milliards d'euros dans l'écologie, on a injecté 35 milliards d'euros dans je crois, l'innovation et la compétitivité des entreprises, et on a injecté 35 milliards d'euros dans la cohésion sociale. Voilà le plan de relance du gouvernement. Voilà ce que c'est que le plan de relance du gouvernement. Alors,
Merde. Ils sont capables de sortir comme ça 100 milliards d'euros pour l'économie et l'environnement. Ok, c'est pas notre priorité, enfin l'économie bien sûr, pour les petites entreprises, je comprends que ce soit une priorité. Mais pour l'écologie, pour la cohésion sociale, bordel de merde, comment voulez-vous que nous soyons en cette période? La cohésion sociale, mais le gouvernement fait tout pour qu'elle n'existe pas. Il fait tout pour qu'elle n'existe pas. Il investit 100 milliards d'euros pour ce putain de plan de relance, qui est le casse du siècle. Pour moi, c'est le casse du siècle. 100 milliards d'euros. 2 milliards d'euros pour l'isolation thermique. Non mais je rêve, l'isolation thermique. Qu'est-ce qu'il investit pour la santé? Qu'est-ce qu'il investit pour les plus démunis d'entre nous? Qu'est-ce qu'il investit pour sauver les petites entreprises? Qu'est-ce qu'il investit pour sauver les emplois? Combien de personnes ont été licenciées parce que le gouvernement, pendant cet état de crise, cet état d'urgence sanitaire, a détricoté le droit du travail par ordonnance, par décret, par arrêté. Parce que c'était aussi ça l'état d'urgence sanitaire. Permettre au gouvernement de détricoter certains pans du droit, et notamment du droit du travail. Et aujourd'hui, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, nous sommes à genoux. Nous sommes à genoux. Et moi, je suis en colère. Alors vous allez me dire, t'es en colère, bon bah... À partir de là, on fait quoi? Bah déjà, on ferme pas sa gueule et déjà on dit. On dit qu'on est en colère. Moi, j'en ai marre et... J'en ai marre. À quel moment ce président, ce gouvernement, vont être à la hauteur de leurs fonctions? À quel moment? Comment un Darmanin se permet-il de dire que finalement la menace terroriste, il l'avait un petit peu oublié? Oui, non. Quand on est ministre de l'Intérieur, quand on sait l'histoire récente de notre pays par rapport aux attentats, quand on sait tout cela, bien sûr que la menace terroriste, c'est une préoccupation première du ministère de l'Intérieur. Non, pas pour M. Darmanin, ils ont omis de... Bordel. Jusqu'à quand ça va durer? Alors moi, je suis pas pour l'insurrection, je suis pas pour la violence, je suis pas pour... Mais bordel. On va jusqu'où? Et là, je suis désolée, parce que je vais m'en prendre à quelqu'un que beaucoup de personnes adulent, mais que le professeur Raoult, qu'il arrête. C'est quoi ce classico qui est en train de se jouer entre Paris et Marseille, putain? Le classico, c'est réservé au football, PSG-OL. C'est quoi, là, cette dichotomie entre Paris et Marseille? C'est quoi ce truc-là qui n'a pas lieu d'exister? C'est quoi? Alors, le professeur Raoult, il dit tout et son contraire. Alors, à un moment donné, on l'a adulé, on a tous été assez fascinés par ce personnage, peut-être parce que justement c'est un personnage, mais à un moment donné, le professeur Raoult, je sais pas, qu'il arrête son sketch médiatique et qu'il revienne aussi, lui, dans la réalité. Parce que merde. Mais non, il continue, il en rajoute, et notre pays est plus divisé que jamais. On est plus divisés les uns les autres que jamais. On peut plus se parler sans s'insulter. Mais ce n'est pas notre fait. C'est parce que tout ce que l'on reçoit comme information, que ce soit de la part des médias, que ce soit de la part des politiciens, que ce soit... font qu'à un moment donné, on n'est plus capable de se parler. Moi, par exemple, puisque je me prends en exemple, je ne suis pas un exemple, mais bon, je vais sur des groupes de gilets jaunes, je vais sur des groupes de dissidents, je vais sur des groupes
pro-Macron, je vais un petit peu partout, et je m'aperçois qu'on ne peut plus parler. On ne peut plus se parler sans s'insulter. On ne peut plus. Et quand on prend un petit peu de recul, on se demande pourquoi on ne peut plus. Ben, tout simplement parce qu'on nous empêche. On nous empêche, mais c'est quelque chose qui nous a été comme injecté. Voilà. Le vaccin, l'espèce de vaccin contre la communication entre les uns et les autres. Et c'est là où est le danger. C'est que le gouvernement, ce gouvernement et ce président ont réussi à nous diviser. Ont réussi à nous diviser. La réponse, elle est dans l'union. Moi, je l'attends toujours. Je l'attends toujours. Elle est dans l'union. Alors voilà, c'est mon coup de gueule du matin. J'en ai marre. Mais qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? On subit. Et on est destiné à subir encore pendant combien de temps? Combien de temps est-ce qu'ils vont jouer avec nos vies? Combien de temps? Et quand je parle de vie, je parle de la vie sous tous ses angles. La vie économique, la vie sociale, la santé, Ce gouvernement, ce président est l'antithèse de l'humanisme. Ce gouvernement, ce président sont l'antithèse des valeurs républicaines et démocratiques. Alors on va attendre 2022. On va déposer nos petits bulletins dans l'urne. Et ça sera quoi l'alternative? Alors vous voulez de la Marine Le Pen? Vous voulez du Jean-Luc Mélenchon? Quelle alternative est-ce qu'on va avoir? Alors moi, de manière cynique, je dis parfois, je vais me présenter à la présidence de la République. Je vais me présenter. Ça peut pas être pire, de toute façon, ça peut pas être pire de ce à quoi on assiste actuellement, ça peut pas être pire. Et quand vous avez des types qui tirent les manettes, et qui pensent qu'à leurs propres intérêts, comment voulez-vous qu'on recrée ce lien social? Comment voulez-vous? Quand avec cette loi contre le séparatiste islamiste se cache derrière un amalgame de la communauté musulmane avec le radicalisme de l'islam, quand vous avez des projets de loi de cette envergure-là, est-ce que vous pensez que le gouvernement il cherche à ce que nous nous rassemblions? Non. Ce gouvernement-là ne cherche qu'une chose, à nous diviser, pour mieux régner. C'est pas moi qui l'invente, c'est un vieux proverbe. Diviser pour mieux régner. Alors, ne tombons pas dans ce piège-là. Mais bon, moi je suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire. J'observe simplement des choses. Et là, au réveil, je suis terrifiée, je suis révoltée. Voilà, donc je pense que beaucoup le sont. Et le problème, c'est que face à ça, on est impuissant. En tout cas, on se pense impuissant. Je pense qu'on n'est pas impuissant. Si on veut vraiment, on n'est pas impuissant. Alors, je vais dire une lapalissade, mais nous sommes le peuple souverain. Nous avons investi Emmanuel Macron et indirectement son gouvernement. Nous pouvons les désinvestir. En 2022? Avant 2022? Parce que bon, n'attendez pas de l'opposition qu'elle soulève l'article 68 de la Constitution qui permettrait la destitution présidentielle. N'attendez pas ça de l'opposition. N'attendez pas ça. Alors voilà, encore une fois, puisque le gouvernement est incapable de prendre ses responsabilités, c'est à nous qu'il revient de nous responsabiliser. Bon, nous le sommes depuis des mois. Depuis des mois, on est responsabilisés. Ils nous infantilisent, mais on sait très bien. Enfin, j'espère que vous avez détecté les stratégies qui sont mises en place. Parce que la Macronie, c'est que stratégie et communication.
Derrière, il y a du vent. Il y a du vent. Alors soufflons plus fort que ce vent-là et peut-être que nous arriverons à quelque chose. Voilà ce que j'avais envie de dire. Enfin, j'ai été peut-être un petit peu dispersée dans mon discours parce que c'est le matin, je lis toutes ces choses, et j'ai envie de vomir. Comme je vous le disais, j'ai envie de vomir. Alors, ah oui, si, moi je veux bien vous le dire quand même, parce que c'est une nouvelle. Bon, sachez que Monsieur Larcher est toujours président du Sénat. Ça aussi. Je croyais qu'Emmanuel Macron avait promis une réforme des institutions, et notamment celle du Sénat. Anne, ma sœur Anne, moi je vois rien venir. Alors que cette réforme des institutions, et notamment du Sénat, qui est un anachronisme dans notre société, dans nos institutions, ça vient pas. Aucune des réformes de fond qui ont été promises, on les attend toujours. Alors oui, Larcher est à nouveau président du Sénat. On applaudit, voilà, on applaudit. Et puis Larcher continue à s'en mettre plein les poches. Et bon, parce qu'à part ça, je vois pas ce qu'il fait. Mais enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Donc les sénateurs continuent à s'en mettre plein les poches. Et puis les citoyens, ils ont les poches trouées. Ça part. Voilà. Et ça va continuer. Ça va continuer. Alors soit on prend la décision collective, je dis bien collective, indépendamment de nos rivalités personnelles, de nos égos, de nous réunir et de construire quelque chose, construire une alternative. J'ai tendu la main des fois et des fois. Personne m'en a voulu. C'est vrai, j'ai un problème, je viens de la Macronie. Donc quand on vient de la Macronie, sauf ce que les gens n'ont pas pensé. Si je viens de la Macronie, c'est que j'en connais les méthodes, j'en connais les fonctionnements. Et que peut-être je pourrais apporter quelque chose. Mais bon, moi je suis pas à vendre, je suis pas à louer. Alors je vais faire mon petit truc de mon côté. Ça parle pas, peu importe. Mais moi je peux pas rester comme ça. Voilà. Après je vous dis, je suis personne. Je suis pas élue, je suis une citoyenne lambda. Voilà. Qui ouvre un peu trop sa gueule, me dit souvent mon compagnon, mais si personne ouvre sa gueule, voilà, ça cautionne ce gouvernement, ça cautionne ce président, et moi je cautionne pas. Je cautionne pas. Donc prenez tous soin de vous, protégez les autres, soyez solidaires les uns des autres. Et regardez-vous la réalité de ce pays en face, parce que notre président, notre gouvernement sont incapables de le faire. Alors c'est à nous de le faire. Et d'agir en conséquence. Je vous remercie. Excellente semaine, dans la mesure du possible. Ne soyez pas égoïstes. Regardez l'autre à côté de vous. Juste à côté de vous. Merci.